Tu sais, des fois, on est, comme dans une carrière de sportif, on en a parlé tout à l'heure, t'es quand même dans ces métiers plaisir, t'es quand même dans l'insatisfaction tout le temps, puisque tu voudrais toujours plus. Tu voudrais toujours plus, tu voudrais toujours un rôle supplémentaire. Tu parles à Depardieu, je suis sûr qu'il regrette les rôles qu'il n'a pas fait, ou à De Niro probablement aussi. Je sais pas moi, mais Brad Pitt, quand il a vu Russell Crowe jouer Gladiateur, il a dû se dire putain, ce rôle, j'aurais dû l'avoir. Putain, ça me fait râler, tu vois. On est tout le temps insatisfait, tu vois. C'est ce qui nous fait avancer aussi, c'est ce qui nous fait aussi avancer, d'être insatisfait, ça te fait avancer. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a, bien entendu, ça c'est une belle parole. Salut à tous, c'est un spécialiste du one-man show, mais aujourd'hui il nous fait le plaisir d'être avec nous en direct pour un one-to-one. One, two, three, trio. One, two, trio. One, two, trio. Vincent Moscato, voilà, on va bien sûr parler de sport parce que c'est central dans sa vie, dans son parcours, et ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est tout le temps. Allez, on s'installe et on se retrouve dans un instant. Ciao François. Ciao. À bientôt. One, two, trio. Bravo. C'est clap incroyable. Ça c'est un clap. C'est un clapotis quoi. C'est un clapotis. T'as pas appuyé au bout les mains quand même. On a l'impression que tu voulais pas écraser un petit Suisse imaginaire que tu avais au creux de ta paume de main quoi. Vincent Moscato. Yes. Avec nous. Donc, One Two Trio, c'est le nom de la chaîne. One Two Trio, ouais. Oh, ça c'est magnifique. Ouais, One Two Trio, effectivement. Bon, comment on te présente en fait? Parce que t'es quoi aujourd'hui? T'es comédien, animateur radio Ouais, un peu tout, tu sais, les mecs... Alors comme je suis quand même marqué, et puis en plus je suis marqué par ma tronche, c'est quand même ce qui revient... l'ancien rugbyman, c'est quand même assez... Ça englobe tout l'ancien rugbyman. Ça veut dire que tu as été rugbyman, mais tu es ancien, donc tu as une autre profession, tu es chroniqueur sportif, tu fais un peu de cinoche, tu fais le saltimbanque, tu fais du one-man show, du théâtre. Ça englobe tout parce que, voilà, tu fais, c'est l'ancien rugbyman. Bon, alors les mecs, les jeunes ne savent même pas d'où ni quoi, parce que bien entendu, comme je commence à être un vieux monsieur, il y a quand même les mecs, tous les moins de 35, avant je disais moins de 25, mais tous les moins de 35, 40 qui commencent à bégayer quoi. Il a joué où Il a joué au rugby, d'accord. Ouais, le temps passe. C'est pas mal, on va en parler parce qu'on va prendre le temps de discuter, mais parfois on va s'arrêter pour répondre à des petits questionnaires rapides. De Proust. Et parce qu'on est le matin, tu t'es entraîné toi ce matin? Ah oui. D'accord. Je fais mon gainage. D'accord. C'est mon gainage, c'est un truc qui est sur les coudes là, tu vois, tu fais gainage sur la pointe des pieds, tu te gaines comme il y en a qui vont faire un footing, mais comme j'ai la hanche dans la boîte à gants, moi je fais du gainage et t'es trempe quoi. Ça dépend, si tu fais 3 minutes, si tu fais 2 fois 3 minutes, t'es pas trempe du tout, tu vois. Mais bon, moi je suis arrivé à faire des bons scores, quoi, tu vois, donc tous les matins, ce matin j'ai fait 40 minutes. Et moi j'en chie, hein, mais je sors, je suis trempe, j'ai le cœur à 110, parfois je vais courir, après je fais des pompes, enfin tu me connais quoi, j'ai toujours été un peu, j'entretiens la bête et puis c'est mon antidépresseur, ça me calme, ça me calme parce que le matin j'ai quand même les hormones au plafond quoi. Alors, ouais, ce qui est d'ailleurs été, on va dire, assez récurrent dans ton parcours, qui est quand même assez divers, assez pluriel. Oui, pour être poli, voilà. Pour pas dire chaotique. Bon, tu sais qu'on est en 2024, qu'il y a les JO à Paris. Je sais que tu en parles souvent à la radio. Ouais. Tu as fait le J-100 il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais te poser un petit questionnaire, parce qu'on va jalonner notre entretien de petits questionnaires, avec un petit questionnaire JO. Si tu devais retenir ou choisir une discipline olympique. Le pugilat, la boxe, l'origine, la lutte, tout ce qui est combat, qui a donné après le judo, tout ça, mais la base, le pugilat, tu vois, chez les Grecs, ils se faisaient des tartines avec les mains bandées, sans gants, la lutte, et puis tous nos grands champions, si je pars de 36, Max Schmeling, tu vois, qui avait été battu par le bombardier noir, je crois que c'est Armstrong. Non, Joe Louis, qu'est-ce que je raconte, Armstrong? Joe Louis, tu vois, ça c'est la vieillesse. Joe Louis, ensuite Mohamed Ali, Holyfield, le grand absent des JO, un des plus grands champions du monde, ça avait été Mike Tyson qui n'avait pas été qualifié.
qui a été battu. La boxe, après, bien entendu... Pas qualifié pour les JO 88 Non, de 84. Los Angeles, non, Holyfield, il a mis lourd. Lui, il aurait pu l'être. Il me semble de mémoire que c'est Tillman qui détruit quand il passe professionnel en 2 rounds, enfin, comme à son habitude. Les 100 mètres, bien sûr, tous les 100 mètres, l'athlétisme. Les 100 mètres, nous, on a été à l'époque de Carl Lewis. On avait 20 ans quand Carl Lewis sévissait. 4 médailles d'or, je ne sais plus trop où, je crois que c'est à Los Angeles, ou peut-être à Séoul en suivant, je ne sais plus. Mais voilà, et puis nos grands champions actuels, nos grands champions, ça fait beaucoup de souvenirs. J'ai été à Pékin en 2008, puis après à Londres en 2012, les sacres de Teddy Riner. Voilà, je me souviens de Wallstein qui est décédé maintenant, tu vois, donc ouais, voilà, plein de choses. Marie-Jo Pérec, bien sûr, mais bon, je suis assez histoire, tu vois. En 60, à Rome, Mohamed Ali, à Mexico, les mecs qu'on a main levée, tu vois, les Blacks, le mouvement des Black Panthers, tu vois. J'aime lier les Jeux Olympiques à l'histoire, quoi. Autrement, ce n'est que des performances sportives. Les performances sportives, il faut qu'elles soient en parallèle avec le social, avec l'humain, avec la vie de tous les jours. Parce qu'une performance sportive seule, tu vois, j'aime bien. C'est intéressant, mais quand elle est liée aussi à un moment, au momentum, à une époque, à une histoire, c'est encore beaucoup plus fort. Mohamed Ali en est un des plus grands témoins, Si comme ça, si tu devais choisir un souvenir, un moment, je sais pas, si tu étais à Gaillac en train de le regarder, ça serait quoi? Bah, c'est Carl Lewis, je pense, c'est Carl Lewis, c'est Thiozo en 84, Christophe à Los Angeles, sa médaille d'argent, c'est des gars comme ça, quoi, tu vois. Après, j'ai d'autres moments, mais qui ne sont pas liés aux Jeux Olympiques. C'est Teddy Riner quand il est champion, c'est David Douillet quand ils sont champions. Si j'avais, moi qui ai lu le plus grand de Mohamed Ali, alors c'est un truc que je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu après, c'est la médaille d'or à Rome de Mohamed Ali, tu vois, parce qu'en plus il est mort et que pour moi c'est un des plus grands personnages du sport, quoi. Une finale olympique à laquelle tu aurais aimé assister? Ben, j'ai vu Usain Bolt en Chine, tu vois, à Pékin, j'étais à Pékin, donc j'ai vu Usain Bolt, j'ai assisté à la télé, donc maintenant à la télévision, tu assistes un peu à tout, quoi, tu vois. On est quand même gâtés, quoi, tu vois, parce que autrefois, si tu n'étais pas au stade, ben, tu voyais rien. Une finale que j'aurais aimé voir, ben, encore une fois, j'aurais encore aimé voir la boxe, j'aurais aimé voir Holyfield, j'aurais aimé voir plein de choses comme ça. J'aurais aimé voir le Carl Lewis, en vrai, bien sûr, en vrai, tu vois, à la place quand tu es journaliste, tu vas interviewer Carl Lewis, tu vois. Ça doit être génial. Ça doit être génial de vivre le moment présent au bord, quand le mec il passe comme une flèche à 40 km/h ou même peut-être plus. Tu te dis quelle performance. Tu as plein de choses comme ça. Après, tu as eu des moments au Mexico. Puis un moment, encore une fois, tu vois, on se rappelle, tu sais, ces moments magnifiques et puis ces moments tristes en 73, Munich. Tu vois, c'est une 72 ou 73. 72, oui, puisque c'est père. 72, Munich, l'horreur, tu vois, mais les Jeux Olympiques, c'est quelque chose plus que sportif. C'est quelque chose de mondial, mais qui est en vérité très politique, qui retentit tout le temps. C'est beaucoup plus fort que le sport en lui-même. Est-ce qu'il y a un commentaire de télé ou de radio que tu as encore en tête, ou quelqu'un qui t'a marqué? Comment il s'appelle de France 2 d'origine américaine, quand il se fait bâcher par... Il interviewe un mec, et la question elle est trop longue. Mais si tu connais que lui avec les Star Wars, Nelson, je t'embrasse Nelson. Putain, allez, c'est les commotions, quoi. Je connais que toi, et je connais que toi et j'oublie ton nom, excuse-moi, alors que tu es ancré en moi quand il se fait bâcher. Je ne sais plus quel athlète, je crois que c'est sur un 200 mètres, un truc comme ça, il va interviewer, et le mec lui dit il ne faut pas faire l'homme parce qu'il y a 50 000 journalistes, un américain, et le mec lui pose une question, il retraduit en français, mais
des questions, tu sais, longues comme le bras, tu vois, le bras de Wembayama, hein, pas le mien. Hein. Écoute-moi, le mec, il retraduit en français, il dit, ah non, il s'en va. Bon, il est là, oui, non, mais il y a les gendarmes qui l'entourent et tout ça, parce que il y a la presse, il se fait bâcher, mais c'était à pleurer de rire, ça c'était drôle. Les JO 24, comment tu vas les vivre? Toi, tu les vis à la radio? Non, alors je travaille pas parce qu'ils ont trouvé des meilleurs spécialistes que moi en athlétisme. Mais ça, c'est pas. Je pense que je ne te surprends pas. Donc, non, mais je vais les vivre à la télé comme tout le temps. Tu vois, j'étais en Chine, mais là, non, je serai en vacances. Donc, tu sais, quand tu fais des saisons de 10 mois d'émissions, tu sais, à la piole, des fois, tu es délocalisé, tout ça, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est bien de se retrouver sur le canapé. En train d'être attaché à la tireuse à bière, quoi. Comme quand tu as débuté le sport, c'est quoi le premier match ou le premier souvenir de sport que tu as quand tu es gamin? Premier truc que tu as vu en live? C'est le premier gros souvenir que j'ai vu en live, c'est le Grand Chelem 77. Avec Jean-Pierre Aguirre, Romeu, tout ça, tous ces gars-là, Bastien, Jean-Pierre Bastien. Ça, c'est la première chose que je me souviens. En live, après le Tour de France, 82, la demi-finale avec Michel Platini, Marius Trésor, la reprise de volée de Marius Trésor, et cet assassin de Rummenigge, Schumacher, bien entendu, la sortie sur Battiston. Ça, c'est très très fort, avec 77, tu vois, T'as déjà 13 ans, là, en 77? Oui, 12 ans. 12 ans. Ouais, 65, oui, même pas 11 ans et demi, tu vois, puisque c'est l'hiver. Et à ce moment-là, tu fais du sport? Ouais, je joue au rugby en Benjamin à l'Île-sur-Tarn. Oui, parce qu'après j'ai fait une grosse mutation à Gaillac minime. Là, c'était pas pareil. Il y avait la mutation de Cruyff. À cette époque-là, je sais que Cruyff avait muté, mais dans la région, tout le monde savait que j'avais muté en minime à Gaillac. J'ai fait une grosse mutation, ça m'avait coûté 5 francs et 2 photos pour faire la licence. Mais qu'est-ce qui fait que tu débutes? C'était Claude Régis qui m'avait amené, qui était une image, qui est patron de l'école de rugby de Gaillac, qui avait été championne de France avec son frère qui avait été en 51, je pense, avec Carmont, tu vois, en première division, tu vois, ça remonte à loin, tu vois. Et donc, il m'avait dit, ça sera 5 francs et 2 photos. 5 francs au café sport, il m'a dit, et 2 photos. Et qu'est-ce qui fait que tu veux au rugby, tu joues arrière? Ah ouais, arrière, oui. Ah ouais, en arrière, jusqu'à un cadet, papa. Ça, je savais pas. J'avais été au stage de sélection. Alors, j'ai pas passé les sélections. Midi-Pyrénées, à Razis, dans le Tarn, où il y a un lac, tout ça. J'ai été présélectionné. Bon, j'avais un coup de pied de rouge-gorge. Le coup de pied, je ne touchais pas le mur. Là. Mais bon, je relançais. Je relançais tout. J'allais vite. Bon, même si ça peut te paraître, toi qui as joué, nous, on a joué ensemble, donc ça peut te paraître assez curieux. Mais bon, tu sais, quand tu es gamin, tu joues un peu partout. Bon, voilà, c'était mes débuts au rugby, mais j'ai commencé très tôt. Moi, j'ai commencé en poussin à l'Île-sur-Tarn. Le stade, j'y vais de temps en temps, tu vois. Au stade où j'ai commencé, c'est drôle, hein. C'était notre vie, comme tu imagines. Au début des années 70, à l'Île-sur-Tarn, tu imagines la vie que c'était complètement. Je pense que c'était comme en 1850, t'enlèves les chevaux, d'ailleurs il y avait un voisin qui avait un cheval, d'ailleurs qui faisait la vigne, mais t'enlèves les chevaux, je pense que c'est pas. T'enlèves les voitures, c'est pareil, tu fais la même photo, tu sais pas si t'es en 1900 ou en 1970. Quoi. Mais tu vas au rugby parce qu'il n'y a pas le choix ou parce que tu as envie de jouer parce que j'avais un pote qui passe avec une poche comme ça, et il me dit regarde les pompes, quoi. On est à l'école ensemble, on est en CE1, tu vois, on était à l'école, tu vois, il me dit regarde ça, quoi. J'ai dit où tu les as vus? Il me dit c'est le club. J'ai dit mais c'est cher. Il me dit non, il te les donne. Quoi. Bon, alors les pompes, elles n'étaient pas. Le premier qui les avait portées, il était déjà à la retraite. Hein, je te le dis. Et donc j'étais au club pour des pompes. Alors ils m'ont filé une paire de pompes. Bon, alors, il y a deux pointures au-dessus. C'est des petits clubs, hein, des clubs de série, quoi. Tu vois, donc, et donc j'ai eu des chaussures. Et je me rappelle après, il m'avait filé la deuxième année des chaussures des André Boniface. André, tu vois, qui est mort la semaine dernière. André, qui était, il avait fait des pompes, il avait marqué son nom sur une paire de pompes, et j'ai eu des André Boniface. Ouais.
Il faut bien savoir qu'au basket, ils ont eu Jordan, nous on a eu André Boniface au niveau des pompes. Et ça, c'est pas pareil. Ouais, je crois que c'était des Patrick, il me semble. Peut-être des Patrick, ouais. Ça a disparu cette marque, Patrick, non? Complètement. Qui avait 2 bandes sur le talon. Après, il y a des Patrick, mais des Jean-Patrick, avec 6 bandes. C'était plutôt des Jean-Claude. Des Jean-Claude avec 6 bandes. Et est-ce que dès le début, donc tu joues arrière, donc ça c'est quand même. Mais est-ce que dès le début, tu es déjà le leader que tu as été ensuite dans toutes les équipes Ouais, disons que je leader, peut-être, je sais pas si. Ouais, en Benjamin, tout ça, je suis pas trop mauvais, je suis pas trop mauvais, je suis assez turbulent, donc je sens que, voilà, tu vois, puis je me régale, j'adore ça plus que tout, quoi, tu vois, c'est ce que je préfère le plus au monde, c'est ce que je préfère, il n'y a rien qui équivaut au rugby. À l'école, je suis une bulle, je suis pas passionné, tu vois, je m'ennuie, que l'histoire qui me passionne, tout comme ça m'a toujours passionné, tu vois, mais après le reste, je m'ennuie, à part le sport, mais surtout, alors je joue au foot beaucoup, tu vois, comme je joue au foot à la récré, parce que sur le goudron, tu ne joues pas au rugby, bien entendu, mais je joue au foot, mais il faut bien savoir que moi, j'étais à L'Isle-sur-Tarn, mais à côté de Lille, j'étais à 4-5 km, j'habitais complètement à la campagne, et à côté de ma maison, de l'autre côté de la route, il y avait une école, où on était 17 ou 18, mais tous dans la même classe, du CP, du cours préparatoire jusqu'au CM2. Et là, le professeur arrivait, pas le professeur, parce que c'était une femme qui nous donnait, mais le mari de Madame Birabin, il arrivait, il avait la chance, il arrivait avec le fusil dans la classe, il avait le fusil dans la classe, il arrivait en levant le nez, et ça louche comme ça, l'expression, et ça louche. Vous avez vu ça, les gosses? Alors il dit, putain, quand même, comment vous l'avez tué? Alors il prenait son fusil dans la classe, il dit là, je l'ai en ligne, j'ai le chien derrière, faut pas fumer le chien. Oh putain, expliquez comment ça. Et là, bam! Mais t'imagines maintenant si un mec qui passe, il voit à travers les carreaux de la classe, un mec avec un fusil, là, t'as le GIGN, l'hélicoptère qui arrive. Mais c'était quand même. Et lui nous faisait jouer avec un ballon. Il y avait un champ à côté, un champ qui le tonnait, tu vois. Il disait aux paysans, hop, tu viens me tondre ça. Et un jour rugby, garçons et filles. C'était mixte. Un jour rugby, on était 17 ou 18, tu vois, alors peut-être pas les tout petits, tu vois, mais hop, un jour rugby. Et le ballon, il était, tu sais, des ballons avec des grandes, quatre grandes, je sais pas comment on pourrait dire, tu vois, bandes de cuir comme ça, noir et blanc il était, noir et blanc, je m'en souviens. C'était mes premières expériences rugbystiques. D'accord, et qu'est-ce qui ensuite a fait que tu es allé à Gaillac, que tu as eu envie, la mutation dont tu parlais, mais... J'étais repéré, quoi. Voilà, et donc, c'est quand tu vois le Grand Chelem 77 que tu commences à te dire que peut-être que toi, un jour... Après, je ne sais pas si je me le dis à cette époque-là, mais là, il y a, après, avec Bernard, peut-être un peu plus tard, tu vois, en 80, tout ça, on faisait des passes après les matchs, on se tapait des pénalités, on se filait des chandelles pendant jusqu'à la nuit, tu vois, puisque c'est l'hiver, quoi, le tournoi. Donc, il y a Bernard, après, on est champion, on est en cadet, puis après, on est champion de France Crabos, en junior. Ouais. Puis là, je pars après à Groyer, Bègle, on a joué ensemble, et puis après le stade de Brive, le stade français, et voilà, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu passes talonneur? Talonneur, c'est un drôle de poste, quand même. Ouais, c'est un drôle de poste, mais ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Je jouais pilier ou talonneur. Voilà, pilier ou talonneur, jusqu'en junior, je jouais pilier talonneur. Mais de l'arrière au talon, enfin... Ouais, mais bon, après, quand tu joues arrière, je jouais arrière minime. Après, tout le monde jouait un peu partout, là, à cette époque-là. J'ai même joué deuxième ligne de 3 matchs. Pourtant, j'étais pas... C'est comme, je pense, à tous les sports. Quand t'es gamin, tu joues un peu de partout, quoi. À part si t'es le gros Popov, que tu fais 150 kilos quand t'es minime, bon, mais là, tu joues pilier. Mais autrement, tu joues de partout, quoi. Mais t'es rattrapé par ta génétique ou par ton caractère? Ben, les deux, parce que j'étais pas forcément le plus costaud, hein. J'étais pas... Bon, j'étais costaud, mais bon, au rugby, des costauds comme moi, il y en a 10 000, quoi. C'est pas... Mais par mon caractère, j'aimais la première ligne. Tu sais, souvent, les mecs, ils disaient, ouais, moi, j'aurais aimé jouer 3e ligne. Moi, je n'aurais aimé jouer que talonneur au pilier. J'ai trouvé mon équilibre, c'était un poste tellement merveilleux de jouer talonneur, d'un truc qui est de pousser, quoi, tu vois, de pousser ça. C'est ce truc de rentrer en mêlée devant les mecs, de moitié lutte, moitié rugby, tu vois, ce truc où tu peux te jeter, tu vois, quand t'es gamin. Quand t'es gamin, je le dis souvent, quand t'es gamin, quand tu fais un footing, que tu vois une branche au milieu, si t'as envie de la casser,
plutôt que de la contourner, tu joueras en première ligne. Mais c'est des trucs simples comme ça. Non mais c'est des trucs simples. Non mais des fois tu rigoles, mais c'est vrai que c'est simple. Moi je sais que tu vois, ou alors tu as envie de la sauter dessus, la branche, tu vois, tu as envie de... Quand tu passes et que tu vois des bambous, souvent tu as le réflexe, tu vois, tu passes dans un sous-bois, il y a des bambous, tu as le réflexe de mettre l'épaule comme ça. Bon, ben là tu sais que tu vas jouer première ligne quand t'es gamin, tu vois. Voilà, c'est parce que ça correspond à un état d'esprit de pas mal de gosses, d'être un peu turbulent, de vouloir jouer, de vouloir batailler, de plonger dans la flaque d'eau, tu vois. Tu sais que tu vas te faire engueuler comme c'est pas permis, tu vois, mais tu plonges dans la flaque d'eau parce que justement personne n'y plonge, toi tu veux y plonger dedans. C'est un côté un peu, entre guillemets, rebelle. T'avais à la fois une certaine énergie et un côté quand même assez peut-être rebelle. Un peu provocateur, ouais, peut-être un peu provocateur. Mais ça, tu l'avais déjà de gamin. De gamin, de vouloir exister, tu vois. Alors après, je sais pas, je vais pas faire de la philosophie, de la psychologie à deux balles, mais de vouloir exister comme plein de gamins, tu vois. De vouloir appartenir à quelque chose, tu vois, d'un groupe voilà, d'être, je sais pas, voilà, de pas être anonyme, d'être quelqu'un qui est un peu leader, en rébellion peut-être, je sais pas si c'est en rébellion. À cette époque-là, tu calcules pas tout ça. Les traits de caractère, tu te les calcules après, quand tu fais un break, quand tu es plus vieux, tu calcules tes traits de caractère, tu te dis, putain, pourquoi ça, j'ai fait comme ça. J'ai pas été très très bon là-dessus, j'ai pas été... Tu les calcules après, ces traits de caractère, mais quand tu es gamin, tu calcules que dalle, tu fonces et puis tu vois ce qui arrive. Ouais, et tu fonces plutôt pas mal, bon, ça se passe bien quand même. Tout de suite, tu deviens un joueur référent. Si bien quand même que tu deviens un joueur très jeune, première ligne compétitif, Groyer t'en parlait. Et là, t'as pas envie d'aller dans un club encore plus grand Je viens à Bègle. Ouais, mais qui n'est pas un grand club à l'époque. Non, ouais, pas un grand club. Mais non, mais parce que il y avait Bernard qui était à Bègle, et comme on était... tu sais, quand tu gagnes quelque chose, quand tu es junior, que tu gagnes un truc, c'est important, tu vois, ça te marque à vie. Nous, on avait été 2 fois champions de France ensemble en junior. C'est important, tu vois. Et donc, je me rappelle que Jean-Claude Scrella m'avait parlé pour aller au Stade Toulousain. Et puis, la même année, c'était Bègle qui était venu et j'étais à Bègle. Alors, c'était pas un grand club, c'est vrai, de première division, mais même c'était un club assez moyen, mais qui avait de l'ambition. Tu vois, ils avaient recruté, ça faisait déjà 1 an qu'ils recrutaient, commençait à y avoir des mecs qui étaient bons, tu vois, il y avait des bons troisième lignes, t'avais là-bas, t'avais toi, t'avais Michel Courtiol, t'avais Sepp Conchy, il commençait à y avoir du monde, tu vois, du monde assez costaud, ça commençait à être sérieux, on recrute Philippe Jambert, on recrute Serge Simon, on commence à être une équipe qui tient la route, tu vois, Bernard qui manage ça avec Yves Priou, ils ont une complicité tous les deux qui fait que ça se passe bien, tu vois, et donc on devient vite quand même une équipe qui tient la route. Pas la première année, c'était difficile, on bataillait, on avait beaucoup de manques, tu vois. Puis après arrivent des mecs comme... derrière, on s'étoffe aussi, tu vois. Donc Christophe Reit, William Teschwer, des gars comme Frenzel, tout ça. Donc on commence à tenir la route, tu vois. On commence à tenir la route. Mais ça a été quand même récurrent dans ta carrière. Tu as toujours choisi quand même le truc où il y avait un challenge, quoi. Ouais, où il y a un truc à faire. Ouais. Ouais, parce alors, que autant Brive, le stade bordelais après Brive, et puis le stade français, début du stade français. Des trucs en construction, il fallait y aller. Même Brive, on fait 2 finales, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient rien fait, quoi, tu vois, et on fait 2 finales. Donc, ouais, c'est vrai, ouais, alors, je sais pas pourquoi, les mecs c'est les mecs qui m'ont recruté parce qu'ils m'ont pris pour un maçon, quoi, un constructeur. Ils m'ont pris plus pour un maçon que pour un mec qui faisait du piano, tu vois. Donc ils me prenaient pour construire. Et puis voilà, non, mais ouais, puis en plus c'est très agréable de passer de pas grand-chose à... Je dis pas qu'il y avait de clubs moyens et arriver à faire des finales ou des trucs comme ça, c'est quand même quelque chose de savoureux, ouais. Est-ce que tu penses que tu as réussi ta carrière, toi, de joueur de rugby ? Non, j'ai pas réussi ma carrière. Je me suis planté beaucoup de... C'est beaucoup de... Ma carrière, elle est faite quand même de 60... c'est difficile de dire un pourcentage, mais de beaucoup trop de frustration pour être content de ce que j'ai fait. Trop d'indiscipline, trop de mauvais choix, trop de suspension, quoi, tu vois.
l'équipe de France, ça sera une douleur quand même. Puis maintenant, c'est plus une douleur, parce que je suis un vieux mec, mais ça aura été quand même une énorme frustration, tu vois, de ne pas pouvoir évoluer à ce niveau-là plus longtemps. Tu vois, j'aurais tellement aimé faire la Coupe du Monde, affronter les Blacks en finale ou des trucs comme ça. Tu vois, j'aurais aimé tellement, j'avais des rêves comme ça, que le jour où ça m'a été retiré, à juste titre, hein, parce que j'avais été expulsé. Je ne pensais pas être expulsé toute ma vie, tu vois. Mais bon, ça a été un échec, ouais, ça a été un échec. Et les échecs, il faut se les attribuer à soi, il faut faire son autocritique. Tout ça, ça a été les suites d'une jeunesse tumultueuse, quoi, tu vois, parce que tous les mecs qui ont été suspendus sont revenus. Moi, non. Donc, c'est qu'il y avait quand même une raison, tu vois. J'avais quand même œuvré dans tout sens d'avoir été un cancre, quoi. Puis les suspensions. Alors après, parfois c'était pas mérité, mais qu'est-ce qui n'était pas mérité? Même ma réputation de faire le con, elle était méritée. Au bout d'un moment, quand tu cherches le bâton, mais t'en prends des coups de bâton. C'est comme ça, alors après il te faut le temps pour l'analyser. Donc je me suis planté quand je vais au Stade Français. Au Stade Français, il fallait que j'y aille l'année d'après, puisque Brive est champion d'Europe en suivant. Donc j'ai fait beaucoup de merde. Hein. J'ai fait, comme diraient les jeunes, j'ai fait de la merde des fois. Hein. mais c'est une expression qu'on n'employait pas nous. J'ai fait de la merde, mais bon, maintenant, je pense que tout le monde comprend. Non, je me suis souvent planté. J'étais comme un... J'étais un mec, il m'aurait fallu quelqu'un, quoi. Il m'aurait fallu un vieux, peut-être un père, ou peut-être quelque chose. Mais bon, après, est-ce que j'étais capable d'écouter? Je ne le crois pas non plus. Donc, c'est beaucoup ma responsabilité. Ouais, mais... Donc, insatisfait. Ouais. Alors, tous les sportifs sont insatisfaits. Je pense que tu es satisfait que si tu es champion du monde. Mais tous les sportifs ont rêvé, des fois, de la nuit, à n'importe quel niveau, d'être en équipe de France et être champion du monde. Même si tu joues en 4e série, ça a dû t'arriver, quoi, tu vois. Ou au moins, ou en 4e série, d'être champion de France. Donc, tu as toujours une insatisfaction quelque part, tu vois. À part si tu es champion du monde, tu vois. Ouais, même un grand chelem maintenant, bah, tu es super heureux et tout ça, mais si tu n'es pas champion du monde, tu es insatisfait. Donc, moi, tu as compris, je suis insatisfait complètement, tu vois. Ouais, tu disais trouver la personne qui t'aurait donné du... Ouais, mais après, la personne, il n'y a personne, quoi, tu vois. Il y a un moment donné, ouais. Des fois, il y a des mecs qui ont eu des guides, des trucs comme ça, mais attention, encore une fois, des guides... Bernard, c'était pas un guide? Si, mais on a le même âge, ouais. C'est pas possible. Ça a été, oui, bien sûr que c'était... Bernard Laporte. Bernard m'a parfois mené... Parfois, il m'a cassé les couilles aussi, quand même, parce parce qu'on avait le même âge. Et donc, oui, c'est un frangin, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, après, des fois, on s'est fâchés, des fois, on était en colère l'un contre l'autre. Voilà, les fins de carrière sont toujours difficiles à gérer, tu vois. Donc, mais bon, après, un guide, c'est automatiquement quelqu'un qui a autorité sur toi. Et est-ce que j'étais capable de recevoir de l'autorité? Je crois pas, non. En vérité, il m'a manqué que moi je ne sois pas comme ça, tu vois. C'est surtout ça qui m'a manqué, que des fois je ferme ma gueule, des fois, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, peut-être fruit de l'expérience, on a l'impression que quand même tu es beaucoup plus canalisé, ou en tout cas plus en accord avec toi-même, en tout cas plus... Bien sûr, le temps, tu vas moins vite, tu perds en puissance autant que tu gagnes quelque part, quand même. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que tu as fait plein de trucs en dehors du rugby, puisqu'à l'époque, le rugby n'était pas professionnel quand tu as commencé. Quand j'ai commencé, oui. Et souvent, tu avais une façon de, entre guillemets, brûler ce que tu réussissais pour aller reconstruire ailleurs. Oui, ça c'était un problème, peut-être pas forcément, parce qu'après j'ai eu quand même des réussites et des moments qui étaient très agréables aussi, tu vois, mais ça durait pas. Ça durait pas, c'est le mec qui, quand tout va bien, il faut que... Voilà, tu vois, quand il est en forme, il faut qu'il prenne une caisse pour plus l'être. Tu vois, voilà, il est en super forme, le mec, mais à un moment donné, il faut qu'il boive une bouteille de whisky parce qu'il a envie de vomir partout et de ne plus être en forme. C'est pénible. Hein. Non, mais attention, hein, j'ai du mal des fois, puis maintenant, parce que j'ai un équilibre, je suis avec une femme, avec quelqu'un, avec Christelle, j'ai des gosses, et puis j'ai 58 piges, donc automatiquement, c'est pas pareil. Quand tu as 25 ans, t'imagines, c'est pas pareil. Comme tout le monde dit, pourquoi on dit c'est mieux avant? Parce qu'avant, tu avais 25 ans. Et donc, même le mec qui était à Verdun, il disait c'était mieux avant. Alors que, sincèrement, c'était pas mieux. Hein.
Donc, moi, c'était pas mieux du tout. Hein. On va revenir un peu à ta carrière de joueur. Quand tu joues la mêlée, le plaisir de la mêlée, même de mettre 2-3 brins quand même, parce que tu étais respecté, ouais. C'était quoi? Le plaisir de l'affrontement, du rugby, quoi. L'essence même du rugby, c'est la mêlée. S'il n'y a pas la mêlée, c'est du hand, c'est du foot, c'est autre chose. C'est autre chose qui est tout à fait... Le hand et le foot sont super, mais c'est pas du rugby. Le rugby, c'est cette cathédrale qui est au milieu. 20 fois, tu vas faire ta prière. Tu te mets à genoux, tu te fais renverser, tu renverses les autres. C'est ce combat qui ressemble à de la lutte, mais d'une lutte collective. C'est pour ça qu'on parle souvent de combat collectif. C'est vrai que c'est une lutte collective pour une partie des joueurs de rugby, ceux qui se poussent devant, tu vois, pour ce 5 de devant et tout ça, et encore plus en première ligne, ce qu'on appelait le fauteuil d'orchestre. C'est des phrases qu'on ne connaît plus, tu vois. Je pensais à ça, je pensais aux vieilles expressions, tu vois, comme le deuxième ligne de soutien. En vérité, c'est un mec qui ne pouvait pas jouer troisième ligne parce qu'il était trop là, qui ne pouvait pas jouer pilier parce qu'il était un peu grand, mais qui n'était pas assez grand pour être un vrai deuxième ligne. Donc on le mettait là. Mais qui était vaillant. Mais vaillant comme une épée. Ben oui, mais il ne sautait pas en touche, il ne poussait pas très bien en mêlée. mais il posait. J'aime l'expression, je la ressors des fois. Et c'est vrai qu'en radio, ça donne moins bien, mais j'aime bien cette expression des anciens au rugby qui disaient, quand on va les recevoir, les entraîneurs disaient, c'est 40 points et des bouffes. Mais il faut faire le geste. Si tu ne fais pas le geste comme ça n'a pas la signification. 40 points et des bouffes. J'adorais ce truc-là. Ça a disparu complètement, mais parce que chaque époque a ses expressions, bien entendu. C'est pas mieux, ni plus mal, ni voilà, c'était comme ça. On le disait, tu as été leader partout où tu es passé. Moi, je pense que tu as réussi partout où tu es passé quand même. Ouais, c'est à peu près, ouais. Oui. Même si tu as un constat assez dur avec ta carrière. Pourquoi tu n'as pas entraîné? Tu as entraîné un peu au PUC et puis ensuite, je crois, Racing en Pro D2. Mais pourquoi tu n'as pas persévéré? Parce que tu avais quand même pas mal de choses à communiquer sur le combat et puis aussi sur... Alors, ça me plaisait beaucoup. Je me suis régalé avec ton père au PUC. Je me suis régalé, vraiment. J'étais au Racing, j'en ai chié, mais je me suis régalé aussi au Racing. Mais j'en ai chié parce que c'était en Pro D2 et on avait une équipe qui était pas moyenne, quoi. Donc c'était pas une très très bonne équipe. Mais il y avait des mecs super, et des générations de Deschamps, Glavani, tout ça, qui étaient des mecs qui étaient des mecs bonnards, quoi, tu vois. Et donc j'ai passé des bons moments au PUC, j'en parle pas, avec tous les gars qui étaient exceptionnels. Une camaraderie, un esprit d'équipe, une belle équipe, tu vois, où il y a eu notamment les plus connus comme Dimitri Yachvili, qui est sorti de là, qui a été en Angleterre et qui après a fait la carrière incroyable, magnifique que l'on connaît. Et je me suis éclaté, et encore une fois, au moment où Brive me contacte, Castres me contacte, pour être numéro 1, tu vois. J'ai dit non parce que j'ai un casting et je fais le placard avec Francis Weber, où j'ai un petit rôle, tu vois. Et là, financièrement, quand même, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, parce que mes prestations au théâtre n'étaient pas quand même rémunérées comme Gérard Depardieu au théâtre ou au cinéma. C'était pas quand même, j'étais pas Robert, m'appelait pas Bob, De Niro. Donc tu comprends bien que les différences quand même financières, ça compte. J'avais 2 mômes déjà. Donc non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors c'est pas ce que je voulais faire, c'est toujours pénible parce que c'est quand même, je me régalais à entraîner, vraiment. Mais bon, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du théâtre, je voulais faire autre chose, donc j'ai arrêté complètement. Ça a été dur, ça a été un déchirement, tu vois, vraiment. Pendant des années, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait tout ça? Et puis après, le temps passe, et puis après, tu fais des castings, tu fais des petits rôles à droite à gauche, pam, tu fais du théâtre, arrive le théâtre, tu fais de la télé, puis arrive la radio, donc là tu commences à t'éclater, tu vois. Donc c'est arrivé assez vite. Si c'était pas arrivé assez vite, je sais pas si je serais resté dans le truc, parce que je pense que le rugby me démangeait beaucoup. Puis après j'ai coupé complètement.
À part, je suis devenu un passionné que je resterai toute ma vie, tu vois. Mais bon, après j'ai coupé vraiment avec le rugby et quitte à ne plus aller au match parce que c'est important quand tu coupes de ne pas aller au match. Bon, je regarde les matchs, hein, bien sûr, pas tous, hein, mais ça voilà. Ça s'entend quand tu es à la radio, hein, que tu les as tous vus. Les matchs. Ouais, des fois je suis un peu un escroc. C'est vrai, je ne les vois pas tous, mais du tout. Mais bon, après je me régale, c'est mon sport, c'est un sport tellement beau que tu. Moi, quand je vois les parents, ces espèces de flammes mireilles, de chamallows, là, nos gamins ils vont avoir mal, hein, faisant des trompettes. Quoi. Mais un gosse, il faut qu'il aille au rugby. Au rugby, il se régale dans sa formation d'homme, dans sa formation collective, dans le rapport aux autres, tu vois. Alors le foot c'est super aussi, tous les sports sont bien, il faut qu'ils fassent du sport. Ça c'est d'abord un dépassement de soi-même, une éducation, une rigueur, ça c'est le sport en général. Mais le rugby c'est tellement beau, quoi. C'est tellement bien. Quoi. Alors je dis pas tous c'est jouer en première ligne, bien sûr, mais si vous pouvez... Ce qui fait peur aux parents aussi, ce phénomène des commotions, est-ce que toi tu en as subi et est-ce que tu en as des séquelles aujourd'hui? Mais les commotions, ça fait partie de la vie, quoi, quand même. Tu dis à des mecs qui mangent comme des gorées dans des sociétés où les mecs ils boivent du coca comme des gorées. Ils mangent, ils ont du diabète à 22 ans, ils sont gras, ils ont les nichons qui tombent. Et tout ça, tu leur dis que vous allez avoir une commotion. Peut-être si vous jouez au rugby, peut-être vous risquez de prendre un coup de tête, d'avoir une commotion. Mais vous déconnez ou quoi ? Vous déconnez, il y a plus de gens qui meurent de malbouffe, de clopes, d'alcool, de dope, de coke, de tout ce que tu veux, que de commotions du rugby. Alors oui, oui, il y a des commotions, à la boxe il y a des commotions, hein. Les mecs en vélo, quand tu descends le Tourmalet en descente, tu peux mourir. Quand tu conduis à 150 sur l'autoroute, tu peux mourir. De vivre, tu sais que de vivre, un jour tu peux mourir. Ça, faut bien le savoir. Alors, ces histoires de commotion, bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr que le rugby, il faut qu'il fasse gaffe. Mais d'abord, chez les jeunes, t'en as pas. Chez les gamins, des poussins, benjamins, minimes, t'en as pas. Les mecs, il n'y a pas de commotion, ça n'existe pas. Mais toi, là, tu passes des examens ou tu vérifies quand même? Quand même, oui. T'es bien obligé, quand même. Moi, je suis le plus con du monde, j'ai fait que du rugby et de la boxe. J'ai dit combat de boxe. Donc, c'est con plus con. Donc, automatiquement, moi, je croyais que con plus con, ça s'annule. Non, ça s'annule pas du tout. Ça s'ajoute. Ça s'additionne. Ça s'additionne. Non, mais ouais, j'ai passé des examens. Non, tout va bien, tu vois. T'as pas le pâté qui colle à la boîte un peu. Non. Si, des fois, j'ai un peu. Après, des fois, tu oublies des trucs, mais bon. Après, comme je te dis, tu oublies des trucs comme tous les mecs, comme mon âge, quoi. Peut-être un peu plus. Un peu plus. Tu vois, je vois pour les textes, là, je bataille un petit peu, mais bon, pour apprendre les textes, tu vois, des fois un peu. Je sais pas si c'est. Je bataille parce que j'ai chargé ou parce que t'as peut-être pas assez appris. Ouais, peut-être pas assez appris. Oui, t'as raison, François. T'as raison. À l'école, ouais, non mais on va dire que c'est un muscle qu'on entraîne. Mais non, voilà, mais je bosse, tu sais, je lis pas trop en ce moment, tu vois, c'est le problème, quoi, avec cette apparition des séries et tout ça, tu lis moins, on devient feignant quand même. Mais avant, je lisais pas mal, je relirai parce que ça me manque, mais bon, là, je bosse mon one-man show, tout ça, je suis à la radio, j'ai quand même pas mal de trucs, j'essaie de m'entraîner, j'ai quand même des journées assez pleines, tu vois. Le dernier frisson de spectateur de rugby que tu as eu, c'était quel match? Le mauvais frisson, le frisson de l'élimination en quart de finale. Je te jure, il y avait longtemps, qu'en regardant un match, je n'avais pas été peiné comme ça, tu vois. Mais vraiment peiné. En plus, j'avais de la peine pour les gamins, là, pour la première ligne, bien sûr, avant tout, parce que bon, voilà. Mais pour tout le monde, pour le staff, pour Laurent Labitte, pour Galtier, pour tous ces gars-là, qui avaient fait un travail, qui avaient gagné un grand chelem, peiné, puis l'arbitrage déplorable. Alors je sais que dans notre sport, il ne faut pas parler de l'arbitrage, parce qu'autrement on te dit mais non, gna. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de l'arbitrage, mais quand même, tu vois, comment la vie ça se joue, comment la vie de ces mecs, parce que quand tu es champion du monde, tu n'es plus le même homme, hein. Ta vie elle est complètement transformée.
d'une satisfaction inouïe de ton travail qui a été accompli et tu mérites de l'être, tu vois. Tu mérites d'être champion du monde. Et le mec, là, le grand Etchebest, qui a bien joué le coup, hein, jamais, je lui dirais toujours bravo. Tu fais un en avant, comme ça, une poussette, le ballon, il n'est pas expulsé. Normalement, tu as 14-0, il y a essai, s'il ne le fait pas. Il n'est pas expulsé, il te met une carotte et il n'y a pas 14-0. Non, mais quand même, et là, nous, on est là, on se flagelle comme ça, on dit, mais non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait faute? Faut filer une bouffe à l'arbitre. Si t'as pas faute là, tu l'as jamais, la faute. Le mec, il dit, non, l'angle de la... Mais que je l'ai vu, moi, devant moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu un mec à la télé qui a fait disparaître le stade en entier. C'est David Copperfield qui est arrivé, qui a dit que le ballon, il était parti derrière. Mais là, il n'est pas parti derrière, il est parti devant. Déjà, l'action, il tue le jeu en faisant une poussette. Enfin, je ne sais pas si on dit une poussette, mais en poussant le ballon, tu vois. Ouais. Bon, pendant 20 minutes, tu les massacres. Devant tes royales, on va. Puis après, tu as ces putains de chandelles, ils ont 3 ballons, ils te foutent 3 chandelles et ils marquent. On n'est pas chounard non plus, quand même, parce que le ballon, il peut le Sud-Africain, même si c'est les meilleurs du monde qui gagnent d'un point, ils peuvent prendre sur une chandelle le ballon sur la tête. Eh bien non, ils ne le prennent pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 robots, ils le prennent dans les mains, ils vont marquer. On n'est pas chounard, on n'est pas chounard. Et ils ont failli se faire taper contre les Anglais pour te dire le niveau des Sudaf. Hein. C'est encore... Mais les Sudaf, ils sont 2 fois champions à Paris. 2007, une équipe de pompe. Hein. Parce que c'est ça. Non mais au Coupe du Monde, au foot, au rugby, tout ça, des fois, tu as des équipes qui arrivent qui ne sont pas des grandes équipes. Hein. Je vais te dire qu'il y a des équipes qui ont été championnes du monde. Si elles jouent des équipes au foot de championnes de Champions League, je ne suis pas sûr qu'elles gagnent. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elles gagnent. Et là, tu as ces Sudaf, je ne sais pas s'ils viennent dans le tournoi, s'ils font un grand chelem. Ils gagnent, ils ont failli se faire taper contre les Anglais qui ne valaient pas un piche de cidre. Ils gagnaient des points. Ils vont en finale et gagner d'un point. Et ils nous battent à nous en quart d'un point. Ils ne sont pas chounards. 2007, ils sont champions à Paris avec une équipe de pompe. Non, mais là, ils étaient une grosse équipe de pompe en 2007. Et là, ils sont champions, pas une équipe, ils ont une belle équipe, mais une équipe de pompe funèbre en général. Le jeu, on dormait à la mi-temps. Quelle frustration. Ah oui, j'étais frustré. Qu'est-ce que tu préfères dans le rugby d'aujourd'hui? Tout est mieux. Tout est mieux. Tout. Il n'y a pas de... Tout est mieux, ça va plus vite. Les mecs, les ailiers touchent 45 ballons. Que nous, il y avait des mecs, ils rentraient sur le terrain, il fallait leur filer une écharpe hein, et des gants. Ils ne touchaient pas une gonfle. Je te jure. Hein. C'était une honte. Quoi. Même nous, on avait honte. Des fois, on gardait les ballons, on leur filait pas un ballon. Alors qu'on avait des mecs de qualité, parfois. Tout est mieux. Un talonneur, il s'amuse 100 fois plus. Il a l'épreuve de mêlée qui est dure, qui est réelle, qui est restée la même et qui est encore plus puissante qu'autrefois. Les mêlées sont encore plus puissantes. C'est mastodonte, les mecs. Tu te régales 10 fois plus. Tu joues au ballon. Tu plaques les mecs. Ils sont habitués à plaquer. Nous, on plaquait 5 mecs, 6 mecs. Ils en plaquent 15. Encore, les mecs, l'entraîneur, il leur dit que t'en as plaqué que 15 aujourd'hui. Il dit attention, c'est la dernière fois parce qu'après... Et puis il distingue offensif ou pas. Ah oui, parce que, en plus, si tu fais des plaquages et que tu recules 3 mètres, là, ils te grondent, ils te tirent les oreilles, les mecs. C'est très rigoureux, c'est très professionnel, c'est du football américain, c'est les 49ers de San Francisco, c'est Joe Montana de l'époque, c'est Mahomes, la demi-mêlée, c'est Mahomes, Dupont, c'est Mahomes, le quarterback, c'est bon, il touche 100 fois moins, hein, mais c'est Mahomes. Dupont, c'est un type admirable. Tous ces mecs-là sont des mecs c'est des athlètes. On ne l'était pas, nous. On n'était pas des athlètes. Toi, tu l'étais. Moi, j'étais un petit athlète. Tu faisais quand même de la muscu chez toi. Oui, non, mais j'étais... T'avais une barre chez toi, il faudra raconter ça. Ouais, j'avais des barres, ouais, j'ai fait de la muscu, mais pas... Oui, non, mais je veux dire... On n'a pas joué dans les années 50 non plus. Non, mais d'accord, mais enfin, est-ce que la muscu. Mais la muscu... oui, la muscu à peu près, ouais. Moi, j'ai un peu joué, je ne faisais pas beaucoup. Ouais. Donc, toi, non, mais ça, c'est peu importe. T'avais du talent. Mais non, mais c'est pas... Non. Mais moi, je préférais courir que faire la muscu, mais... Moi, j'aimais me préparer, j'aimais me préparer. Puis moi, tu sais, j'aimais faire de la boxe, j'aimais me préparer physiquement, j'aimais faire de la muscu, j'aimais faire ci... Oui, j'aimais me préparer. Moi, je pensais que le rugby allait être
allait monter en gamme et allait être vite très très professionnel parce qu'il allait jouir justement. Quand on est passé professionnel, on est devenu très professionnel. Déjà, avant, on l'était quand même. Moi, j'ai toujours été professionnel dans ma tête. Et puis d'abord, on ne travaillait pas. Faut pas non plus quand même raconter des saucisses. On va y venir. On n'a jamais travaillé, nous, quand même. On a toujours été au service du club, quoi, tu vois. Donc, alors on a fait des études. L'action d'aujourd'hui, dans le rugby d'aujourd'hui, qui t'agace un peu? Bon, je sais pas. Comment te dire. Encore une fois, on va revenir sur la protection des joueurs. Il y a un souci, c'est le jeu au sol. C'est compliqué parce que tu peux pas dire aux mecs non plus de pas venir batailler le ballon. C'est compliqué de leur dire ça. Mais ça limiterait la casse sur les commotions, sur les trucs comme ça. Après, j'ai pas de. Alors, l'arbitrage sur les mêlées, c'est une catastrophe, mais je pense que ça l'a toujours été. Mais alors, de plus en plus, mais les mecs, les arbitres, autant je trouve les arbitres bons, meilleurs qu'autrefois, comme les joueurs de rugby sont meilleurs qu'autrefois, les arbitres sont meilleurs maintenant qu'autrefois. Mais alors sur les mêlées, quoi, ils sont pires, je crois. Ils ne comprennent rien, mais je ne sais pas s'ils le font exprès des fois où ils veulent. Ça les intéresse pas. Je pense que la mêlée, ça les intéresse pas. Il y a toujours 2-3 cons qui disent qu'il faudrait supprimer les mêlées. Tu as toujours ce truc là, mais c'est supprimer c'est supprimer c'est supprimer le cœur du réacteur. Si tu supprimes la mêlée, c'est comme si tu dis alors l'église elle est sympa, mais on va supprimer la croix avec le Christ. Ah bon? Mais c'est quoi? C'est une salle des fêtes ou c'est un gymnase? On fait un gymnase, alors dedans on pousse les bancs et puis on met 2 paniers de basket. Mais non, c'est le cœur du truc. On va faire un petit questionnaire, tiens, sur toi et le rugby d'aujourd'hui. Un club ou une équipe d'aujourd'hui dans lequel tu aimerais jouer, si jamais tu pouvais? La Rochelle ou le Stade Toulousain. Oui. Mais plus La Rochelle ou plus le Stade Toulousain? Bon, écoute, peu importe. Ça dépend de l'oseille. Ça dépend de l'artiche. Un joueur d'aujourd'hui avec lequel tu aurais aimé jouer? Il y a des bons piliers, là. Colombe a l'air bon, Antonio, il est bon. Le pilier du Stade Toulousain, à gauche. Baye est super. Non, il y a plein de mecs. En plus, les deuxièmes lignes là, sont brillants. Là. Ils sont brillants. Là. Flamand, il a l'air brillant, ce mec. Tu le regardes, quoi, il a une tête de mec qui est brillante. Tu vois. En plus, tu le sens dans le jeu, que c'est pas un con. Il le ramène énormément. D'abord, c'est un bon joueur, très bon joueur. Mais un joueur réfléchi, qui doit être intéressant à... Je ne le connais pas, à discuter, tu vois. Qui doit être intéressant à discuter. Après, tu as des François Cross qui sont extraordinaires, hein, Aldrit et tout. Non, tu as le choix. Puis bon, Dupont, Tamac, t'as que des bons, là. T'as envie de jouer avec tous. T'as pas envie de jouer, ils te disent, t'as pas envie de jouer avec Popolito qui joue en 4e série à la Motte-Beuvron. Tu me poses une question. Un entraîneur d'aujourd'hui pour qui tu aimerais jouer? Labitte qui est très très bon. Ogaran, ça doit être un drôle de mec aussi, Ogaran. Ogaran, ça doit être un drôle de mec. Il a du Bernard en lui, tu vois. C'est un caractère, quoi, un caractère. Après, t'as de bons mecs, Mignoni, t'as plein de bons mecs. Hein. T'as Hugo Mola, quand même, il a l'air de toucher sa bille, hein, Hugo. En plus, il me régale parce qu'il a le boulard toulousain, tu vois, sans le faire exprès. S'il peut pas, c'est les inventeurs du beau jeu, tu vois. Mais bon, ils le prouvent, quoi. C'est les meilleurs quand même. Hein, tu prends sur les 50 dernières années. Peut-être pas les 50, mais sur les 30 dernières années, c'est les meilleurs partout, dans tous les secteurs. C'est pour ça que t'es pas allé à Toulouse? Ben oui, parce que c'était les meilleurs. Non, c'est parce que tu trouvais qu'ils avaient le boulard. Ah non, mais moi, tu sais, je pense qu'au niveau du boulard, j'aurais pu faire jeu égal avec les Toulousains. Je le pense, j'aurais pas été en dedans. Un président actuel pour qui tu pourrais jouer? Oh ben là, président, t'as quand même... moi, j'ai quand même eu la chance de jouer, d'être avec Max, avec André Moga à Bègle, avec Max. J'ai toujours eu des présidents, moi, qui défrayaient la chronique, quand même. André Moga, qui était un ancien résistant. Hein. La famille Moga à Bordeaux, c'était
ça comptait autant que Chaman Delmas, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, celui qui te fait marrer Didier, parce que ça me fait plaisir que Didier Lacroix, il ait repris ça, et puis bon, c'est un peu ma génération, donc ça me fait plaisir qu'il soit brillant, qu'il soit à la tête du Stade Toulousain, parce que d'abord, c'est un mec qui a réussi dans les affaires, et qui est plutôt un mec sympa, et là, tu parles d'un mec qui était un cancre, et qui était turbulent. Là, il y en a un beau, là. Quand tu vois sa réussite d'abord dans le rugby, parce que c'était un joueur sérieux, et puis après le rugby, il est exceptionnel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Un adversaire ou un joueur d'aujourd'hui que tu aimerais affronter? Marchand, Movaca, ça c'est des types. Le mec de La Rochelle aussi est bon, là, qui est blessé, là. Putain, les noms, moi, que j'ai un souci avec les noms. Bourgarit, c'est des bons mecs. Hein. Camicha, j'adore Camille. Moi, c'est mon préféré. Je préfère Camille. Je trouve que quand il est en forme, Camille, il amène par son tempérament, il amène aux autres, beaucoup. C'est un leader naturel, ce qu'on ne voit pas forcément. On va compter peut-être le nombre, mais il franchit à chaque fois quand il est en forme. Je ne sais plus comment il est actuellement, il a été beaucoup blessé, je sais. Mais Camicha, c'est un drôle de mec. Moi, en plus, c'est un gentil garçon, puis il s'entraîne, c'est Holyfield. C'est Holyfield. Il s'entraîne comme une bête, il est costaud, il rentre dans la meule. C'est un vrai combattant. C'est quoi? C'est le vrai talonneur, toi. Tu sais, ces Irlandais qu'on avait quand on était gamin, nous, comme vous voyez, Ciaran Fitzpatrick, tous ces mecs-là qui étaient capitaines de l'armée irlandaise, capitaines de Kennedy, les mecs qu'on n'a pas vu jouer, mais qu'on a entendu parler, des Kennedy. Ken Kennedy. Qui étaient des talonneurs, le docteur Kennedy, qui était, tu vois, il me fait penser, alors c'est des trucs qui me viennent comme ça, mais c'est des mecs que j'imagine plus, parce que je ne me rappelle pas quand ils jouaient du tout, mais je m'imagine la légende. Mais Camicha, il a ce truc de combat qui peut se filer avec n'importe qui, tu peux lui mettre un bison en face et Camille, il va se jeter dans les roues. Un arbitre qui pourrait te faire péter les plombs, l'arbitre d'aujourd'hui? Celui qui nous arbitre en quart de finale, c'est absolument regrettable, quoi. Et puis ils l'ont remis en demi-finale, c'est une honte, quoi. Sale type, quoi. T'as parlé t'as parlé de différentes vies. T'as fait quand même plein de boulots. Est-ce que tu peux nous énumérer les boulots que tu as fait? Moi, j'en connais quelques-uns, mais j'aimerais bien que tu me dises avant d'être animateur radio, comédien, faire du one-man show, il y a quand même d'autres boulots. Ah ouais. J'ai commencé, moi, mon premier boulot. Alors, j'ai ramassé les pommes les saisons, quand on était gamin, bien sûr, vendanger, ramasser les pommes, castrer le maïs, tu sais, tu castres la feuille, les mâles, les femelles, castrer le maïs, mais ça, c'est des trucs à la campagne pour te faire 3 ronds. Et puis après, j'étais fromager. Je travaillais à la coupe avec la famille Galinier, Robert et Mado, qui étaient adorables. 2 patrons faisaient les marchés, donc magasin fixe à Gaillac, rue Saint-Pierre, dans la côte qui descend. Et j'adore cette expression, dans la côte qui descend. Et après, magasin frigorifique, et donc on faisait le marché de Réalmont le mercredi, Briatex, Groyer, le vendredi Gaillac, samedi Lavore. Tu vois, j'ai encore le nom, j'avais 16 ans. Donc le travail à la coupe, fromage, qui est un travail très noble. Et ces gens-là étaient extraordinaires. Mado vit encore, je pense elle doit avoir 101 ans, 102 ans. Ouais. Moi, Mado, je l'embrasse si elle m'écoute. Ouais, donc premier gros boulot, mais après quand tu es arrivé à Bordeaux, t'en as fait un qui t'a plu beaucoup. Agent EDF, là, c'est pas pareil. Là. Quand tu es agent EDF, GF3, c'est le niveau, GF3. Groupe de formation, non, je crois pas que ça soit ça. Enfin bon, GF3, niveau 3, avec Bernard, là, tu as une équipe de feignants qu'on était. J'y crois. J'y allais le lundi pour choper c'est un autre temps, quand j'allais le lundi, et il y avait une BX, j'ai travaillé à la direction générale, direction régionale. Donc il y avait le grand patron, bien sûr, qui avait une BX, mais pas bleue, parce qu'il fallait la banaliser. Elle était violette, dégueulasse. Et moi, des fois, le lundi, comme il n'était pas là, il était souvent à Paris, je prenais la bagnole et je me cassais une semaine en vacances. Alors des fois, le mec, il cherchait sa voiture, parce que j'avais la carte pour l'autoroute, pour l'essence, pour tout. J'étais le roi carotte. Et donc
Donc le mec il disait où est ma bagnole? C'était le numéro 2 ou le numéro 3 français, quoi, tu vois, parce que là c'était pas pareil. C'était le mec à Bordeaux, hein. C'est pas à Bordeaux, t'es pas là, tu vois, à Cantaout ou Jaguette. Je me régalais, Bernard, il travaillait juste en face, Bernard. À la régie d'électricité, ben, on était un camion. Hein. André nous faisait tous rentrer à l'EDF, donc on était à mériter. J'avais ma salle de musculation à l'EDF, je faisais la muscu, le matin j'arrivais, de temps en temps, je faisais une dizaine d'heures par semaine. Je me cassais, les mecs étaient super. Tous les mecs de l'EDF étaient supporters de mecs, ils étaient géniaux, ils étaient royaux, tu vois, c'était des bons mecs, tu vois. Après à Brive, tu as fait un truc où tu vendais des voitures, hein? Ouais, non, mais ça c'est différent. J'avais été pris comme effigie dans une marque de voiture. Alors ça s'appelait les véhicules intracommunautaires, méritaient, on baisait la TVA, mais à l'époque c'était autorisé, je sais plus. Donc moi c'était marqué Moscato Import, donc c'était les véhicules, on disait européens, dans les années à Machien, mais bon, c'est vite arrêté parce que les mecs se sont vite aperçus que quelque part il manquait, il y avait 20% qui manquait quelque part, tu vois. Donc, mais c'était autorisé, hein, non, mais je sais pas si c'était autorisé. C'était toléré. Il y a eu beaucoup de garages comme ça. C'était ce qu'on appelait les mandataires. Hein. Les mandataires, voilà. Tout à fait. Et on vendait des bagnoles. Hein. Moi, j'en avais vendu une centaine sur Brive. Hein. Oh, c'est pas moi qui les vendais. Ouais. Là, je vais pas te mentir non plus. Voilà. Mais le magasin, ça Moscato Import, quoi. Et qui me disait quel cochon. Bon, t'as préféré lequel des boulots que t'as fait? Aucun. Ah, fromager, oui, bien sûr. Celui-là par-dessus tout. Enfin, après, les autres, c'était pas des emplois, c'était des emplois fictifs. Quoi. Après, j'ai travaillé chez Pasqua. Quand j'ai arrêté le Rivière, j'ai travaillé pendant des années avec Denis Charvet chez Pasqua, pendant 2 ans, 3 ans. Tu veux dire au Conseil Général? Au Conseil Général, les Hauts-de-Seine. Ouais, là aussi, on bossait. Hein. Là, on en a filé un pet, mon pont, avec Michel Tadjian. Là, on en a filé un pet. Écoute-moi, là, au niveau du boulot... tu sais quoi, on avait un fusil dans la voiture. Dès qu'on voyait du boulot, on le sortait, on tirait dessus. Mais là, on n'y allait jamais. Ouais. Charles Pascal, il faisait un meeting, alors on y allait, j'appelle mes amis, Vincent Moscato, Denis Charvet, on va chanter la Marseillaise. Alors on montait sur la table, et on a chanté « Alors les enfants de la patrie », on était les chauffeurs de salle. Mais c'était un drôle de mec, moi j'ai beaucoup apprécié Pasqua. Charles Pasqua, c'était un drôle de gars, j'avais été à ses 80 ans, son anniversaire. J'ai fait les 80 ans je suis le roi des 80 ans, moi. J'ai fait les 80 ans de Chaban-Delmas, invité, présenté en personne. André Moga m'avait présenté, c'était quelque chose. Le général Chaban-Delmas qui avait joué au Stade français. Il s'appelait Cohen Delmas, et c'était son nom de résident, Chaban-Delmas. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire du théâtre et qui te donne la chance? Oh, toujours. Alors par contre, là, ça c'est un truc... moi j'allais au cinéma à l'Olympia, à Gaillac le dimanche après-midi, comme nous, quand t'es gamin, tu joues le samedi matin, souvent, ou samedi après-midi, ou après plus tard le dimanche, bien sûr, mais j'allais souvent au cinéma. Je me régalais de voir les films, je me régalais. Putain, je me disais, ça serait bien de faire du cinéma, ça serait bien de faire du théâtre. Je regardais au théâtre ce soir, c'est le vendredi, pam, 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 le brigadier. Et après... Je te parle du brigadier, c'est le bâton, le brigadier. Quand je suis arrivé au théâtre, un jour je jouais une pièce Oscar avec Bernard Tapie, et quand je sortais de la radio, avec Chantal Latsou, d'abord Bernard Farcy, et après on a fait les prolongations avec Bernard Tapie. Et quand je sortais à l'époque je faisais 18h la radio, 20h. Donc j'étais juste, on commençait à 8h30. Je prenais le scooter à Donf, foum, j'allais au théâtre du gymnase. De la radio, Ballard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à une dizaine de kilomètres, mais en ville, quoi. Donc il faut batailler, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Donc j'arrive au théâtre du gymnase, et le metteur en scène me disait, pour que je sache que tu sois là, c'est toi qui fais le brigadier. Donc on était à court ou à jardin, je ne sais plus, d'un côté ou de l'autre, et c'est moi qui faisais le brigadier. Et c'est moi qui faisais pam, 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 rien s'ouvrait, quoi. Et Bernard Tapie ou Bernard Farcy avec Chantal Latsou attaqué. Et moi je rentrais, j'étais Mario, le rôle de Mario David, qui était le masseur, le kiné. C'est une pièce très connue, quoi, qui a été jouée par Pierre Mondi, par Belmondo, par Louis de Funès. Belmondo a un petit rôle au début dans les années 50. C'est lui qui joue d'ailleurs Oscar. Oscar en vérité on ne le voit pas beaucoup. Et là c'était Avi Marciano qui joue Oscar, et Chantal Latsou,
Bernard Tapie, Sophie Tapie, il y avait du monde, c'était très agréable. On s'est régalé à cette pièce de théâtre, et puis après, bon, ben, j'ai enchaîné avec le One Man, j'ai fait d'autres pièces de théâtre, d'autres One Man, quelques films, des petits rôles dans des films. Voilà, tu vois, mais avec la radio, c'est compliqué de tourner, c'est très compliqué. Des fois, tu sais, des fois, on est comme dans une carrière de sportif, on en a parlé tout à l'heure, t'es quand même, dans ces métiers plaisir, t'es quand même dans l'insatisfaction tout le temps, puisque tu voudrais toujours plus. Tu voudrais toujours plus, tu voudrais toujours un rôle supplémentaire. Tu parles à Depardieu, je suis sûr qu'il regrette les rôles qu'il n'a pas fait, ou à De Niro probablement aussi. Je sais pas moi, mais Brad Pitt, quand il a vu Russell Crowe jouer Gladiateur, il a dû se dire, putain, ce rôle, j'aurais dû l'avoir, quoi. Putain, ça me fait râler, tu vois. On est tout le temps insatisfait, tu vois. C'est ce qui nous fait avancer aussi, c'est ce qui nous fait aussi avancer, d'être insatisfait, ça te fait avancer. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a, bien entendu, ça c'est une belle parole. Ça c'est des paroles comme l'argent ne fait pas le bonheur. Et si, l'argent fait quand même, il y contribue. C'est sûr que si tu as 2 jambes en moins, si tu es milliardaire, bon ben ça va être... Et un œil crevé, bien entendu, si tu as sauté sur une mine, tu peux avoir l'argent que tu veux, mais là, l'insatisfaction, ça fait partie, ça te fait avancer, ça te fait aller toujours un peu plus loin. Et Bernard Tapie, c'est un bon souvenir? Ouais, très bien, ouais. Très bien, ouais. Bernard, ouais. Ouais, moi ça s'est très bien passé. Alors, des fois, il n'était pas facile avec tout le monde, mais bon, après Bernard, c'était quand même... Enfin, moi, ça s'est très bien passé, ouais, bien sûr. Ouais. J'avais eu vent que une fois, il y avait... T'as joué un truc avec Doc Gynéco, non? Ouais. Ouais, j'ai joué une pièce avec Doc Gynéco, je l'ai souvent raconté, mais... Doc Gynéco, bon, ben, il n'avait pas la meilleure hygiène de vie possible, tu vois. C'était un moment où il était peut-être en difficulté. Et je suis sur scène avec le louche. On joue une pièce, je ne me rappelle plus le titre, peu importe, on s'en fout. Et on joue une pièce tous les deux, et moi j'étais habillé avec une casquette gardienne de square. Donc on aurait dit un flic. Donc j'avais ma casquette comme ça, et puis j'entends pim, poum, puis j'entends, c'était une place, on était nombreux, on était 7 ou 8. J'entends les filles en dehors, à droite, à cour ou à jardin, peu importe, qui me disent Vincent, vite. Je lui dis vite, je suis en train de jouer, le théâtre est plein, c'est un samedi soir. Mon Dieu, quoi. Je finis vite de parler, le louche il est interpellé, je vois une tenaille, une pince tenaille qui file derrière nous. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je sors, t'avais 2 mecs qui étaient en train d'agrafer, en train d'assaisonner Doc Gynéco, probablement pour des problèmes liés à des dettes, sûrement, je pense pas de jeu, hein. Je pense de substances. De substances peut-être illicites, pim pam, donc je m'en suis mêlé, donc... Mais c'est tombé un peu, tu vois, donc on était obligé de fermer le rideau, d'interrompre la pièce. Il y a un mec atterri sur le premier rang, tu vois, parce qu'il y avait une porte sur le côté. J'en ai jeté un, tu vois, mais j'étais encore... C'était il y a longtemps, j'avais encore du gaz, tu vois, c'était pas le vieux mec. Maintenant, quoi, je démerde-toi, quoi. Là, j'avais encore du gaz, tu vois, j'avais 40 marrons, donc ça va. Quoi. Maintenant, j'ai dit, tu te démerdes, je ferais semblant de ne pas voir. Très lâche, je ferais... Ça crée des liens ou pas? Ce genre de situation? Ouais, moi j'aimais bien donc, ouais. Moi je le vois pas, je le vois plus, mais ouais, c'était... Ouais, bah, tout ce qui est combat, ça crée toujours des liens. Tu vois, j'étais bien... Je suis pote avec le louche. Ouais, c'est des bons potes, ouais. Mais quand tu joues au théâtre, mais surtout... Tu préfères le théâtre ou l'ambiance? Ah, ben le théâtre, c'est magnifique. C'est fou, c'est le métier, le vrai métier. Enfin, le vrai métier, le cinéma aussi, c'est un vrai métier de comédien, mais la base du métier de comédien, c'est le théâtre. Hein. Depuis 2000 ans, les mecs, ils se filent, ils sont au théâtre, hein. Théâtre antique. Bon, voilà, le théâtre, d'être devant en direct des gens, c'est quelque chose. Hein. Là, je lance mon 4e One Man Show. Je me cague, là, hein, tu vois, je répète tous les jours. Comment ça se passe justement là? T'as un coach ou c'est toi qui le fais tout seul? Non, j'ai un mec qui me met en scène avec Christelle. Christelle, je bosse, on écrit à plusieurs. On écrit avec Franck Simer et puis toujours avec le gars qui travaille avec moi, Fred Pouillet, tu vois, là toujours. Et puis Christelle, on bosse ensemble, on écrit, puis après tu fais la mise en scène avec Christelle, avec Franck Simer, et puis après t'es tout seul, hein, quand même. Faut y aller au mastic. Hein. Mais bon, voilà, quoi, c'est comme la boxe, quoi. C'est un travail d'équipe avant, mais après t'es tout seul, quoi.
T'es tout seul. Donc ça t'a servi la boxe pour le one-man show? Ah ouais. Bah oui, bien sûr. La première fois où t'es rentré sur scène, ah où ouais, t'as dit j'avais la même peur que quand tu vas boxer, tu vois. T'avais la même peur. Bon, après, ça fait moins mal, hein. Ah ouais, je te confirme. C'est quand Et même comment tu sais que ta vanne, elle va fonctionner? Ben parce qu'il te faut roder, tu vois. Là, je commence mon rodage la semaine prochaine. Et donc, tu sais si ça fonctionne ou pas. Donc, tu l'enlèves, tu la rejoues différemment, tu la rebricoles. Parce que des fois, c'est toi qui la joues mal. Peut-être qu'elle n'est pas bien placée. Peut-être que le timing est pas bon. Peut-être qu'elle est mauvaise. Tout ça, c'est pas que de l'intuition. Ah c'est de la technique. Non. Mais ça, il y a bien des gens qui t'ont aiguillé. Ah ben bien sûr, ouais. Des metteurs en scène. J'ai fait du théâtre. Bien sûr, c'est l'expérience au fur et à mesure. Puis c'est mon 4e one-man show. Donc j'ai fait de la mise en scène. T'en as fait combien au total de représentations? Ouais. Je sais pas, 800, 700, 800, 1000. Je pourrais pas te dire. Ben, en 17-18 ans, tu vois, j'ai joué en moyenne 30, 40, 50 fois. Des fois, j'ai joué 80 fois par an au début. Alors maintenant, je suis un peu plus feignant, hein, je joue moins, mais avec les rodages, au moins 800 fois même. Et dans des petites salles, tu vois, le rodage, c'est des petites salles de 100 personnes. Tu vois, là, je vais à La Rochelle, je vais au Quai du Rire à Marseille, je vais au Mans, avec des copains qui ont des théâtres, tu vois, et qui à Rocamadour, tu vois, côté Rocher, là-bas. Et donc, c'est des salles de 100, 120, 150. Ça me permet de roder, quoi. Je leur dis aux gens, hein, c'est du rodage, donc soyez, voilà, quoi, tu vois. Indulgent. C'est quoi ton meilleur souvenir de succès, ou de trucs dans une salle, enfin je sais pas. Oscar, au début, c'était génial, quoi. Tu vois, au début de ma carrière sur les planches, alors j'avais déjà fait une pièce, un poulet dans la mêlée. C'était au Théâtre Galabru. Je jouais encore au rugby, hein, c'était dans les années 90. Et après Oscar, c'était génial parce que c'était une pièce qui était magnifique. Si je pouvais la rejouer, je la jouerais, bien sûr. Et puis après les one-man, quand tu vas au théâtre à Toulouse, tu as des standing ovations, tu as 1200 personnes qui se lèvent à la fin du one-man show, tu vois, tu as quand même un frisson, quoi, qui te parcourt les chines, quoi, tu vois. Tiens, je vais te faire un petit questionnaire avant de parler de la radio, là, juste on va terminer. Un petit questionnaire sur la radio, parce que tu es quand même avec la même équipe depuis plusieurs années. Ouais. Dimeco, Stéphane Brun, Pierre Dorian, Adrien Aigouin. Ouais, Maryse a pris du recul, elle va faire les JO sur France 2. Elle a voulu arrêter parce que ça faisait longtemps et que voilà, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, elle a une petite lassitude. Voilà, 3 heures de direct par jour, ça fait quoi? Depuis 2005, t'es à RMC? Ouais, 2005, ça va faire 20 ans l'an prochain. Ça va être la fête. La fête. Et surtout, quand même, tu tiens la baraque avec des audiences incroyables. Ouais, tu fais 1 million de mecs, plus les podcasts, t'es à 200 000 par jour. Donc ça fait 1 200 000 mecs qui viennent t'écouter tous les jours, quoi, tu vois. Tu fais plus de 5 millions de podcasts par mois. Donc, tu vois, ça te fait 200 000 par jour, quoi, sur 20 émissions. Non, c'est bien. T'as dit 200 000 balles. Non, mais attends, on aime l'oseille. J'adore le dire ça à la radio, les mecs ils doivent se dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est ce mec? Bon, le petit questionnaire Moscato Show. Quel poste au rugby aurait pu occuper Éric Dimeco? Je pense qu'il aurait pu jouer, il aurait pu jouer à la mêlée ou à l'ouverture, ouais. Quel poste aurait pu occuper Stéphane Brun? Deuxième ligne. Gauche ou droit? De soutien. Gauche, c'est un roseau, quoi. Pas à droite, quoi. Il serait plié comme un canif si on l'avait mis à droite. Non, gauche, ouais. Il aurait fait 10 kilos de plus, il fait 2 m 2 ou 2 m 3. C'est un flamand, quoi. C'est un flamand rose, quoi. Tu vois, voilà, c'est pareil. Quel poste au rugby aurait pu occuper Pierre Dorian? Pierre, du gaz, je pense, un peu de mêlée ou arrière peut-être, tu vois. Arrière, tu vois. Ouais, derrière. Pas au centre, parce que physiquement, elle aurait du mal, mais peut-être ouverture. Une ouverture un peu, tu vois, ouais, collectif, ouais. Et Adrien, quel poste? Alors Adrien, je l'aurais vu plutôt chiropracteur, quoi, tu vois. Non, Adrien, pas. Adrien, je sais pas.
Adrien, c'est difficile à définir son poste parce qu'il est blond. J'aurais tendance à dire Jean-Pierre Rive, mais il suffit pas d'être blond pour être Jean-Pierre Rive. Non, ouais, troisième ligne. Allez. Bon, le meilleur souvenir d'invité que tu as eu à la radio? Holyfield, Tyson. Tyson, c'est un souvenir extraordinaire. On l'a eu 2 fois. Une fois à Paris, une fois à Monaco. C'était extraordinaire. Ah, c'était ton idole. Ouais. Tu peux pas me faire plus plaisir que d'avoir Mike Tyson. Voilà, tu peux me faire venir Hamilton ou n'importe quoi, je serais très heureux et très flatté, mais Mike Tyson, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. C'est comme si tu aimes le foot et que tu appelais qui te viennent dans l'émission Maradona. J'aurais eu Maradona, j'aurais été très content, je te l'ai dit, ça même Pelé, hein, j'aurais été heureux, bien sûr, surtout Maradona, qui joue à Naples, que j'ai beaucoup admiré. Bien entendu, j'aurais été aux anges, mais Mike Tyson, c'est le sport roi, quoi. C'est la boxe, c'est les poids lourds, t'as Mike Tyson, c'est Mohamed Ali, c'est tout ça, quoi. Alors bien sûr, j'aurais aimé avoir Mohamed Ali, hein, mais bon. Ouais. Malheureusement. Bon, pour terminer, est-ce que tu as un livre de chevet? Tu disais que tu lisais moins, là, mais est-ce qu'il y en a un qui te... Si je te demande un livre à recommander aux gens qui nous regardent, moi, c'est pas des livres très drôles, hein. Donc souvent des livres sur la guerre de 14 ou des trucs machin, c'est pas... Livre d'histoire. Ouais, des livres d'histoire, ouais. Donc t'en as plusieurs. Et la période que tu préfères, c'est 14 et 40, l'Indochine, enfin Napoléon, bien sûr, beaucoup, après l'histoire en général, mais 14-18, tu vois, je regarde, ça passe pas une semaine sans que je regarde un reportage sur 14-18, ou tu vois, j'en ai regardé un hier sur les interviews des mecs qui ont attaqué sur la Somme, c'était que des Anglais, donc ça devait être l'interview qui devait être dans les années 90, parce que tous les mecs avaient 93, 95, 96, et il y a des titres enfants soldats, c'est-à-dire des mecs, en Angleterre, il n'y avait pas de carte d'identité. Je crois que toujours, il n'y a pas de carte d'identité d'ailleurs. Et les mecs s'engageaient avec 2 ans d'avance. Donc il y avait des mecs dans les tranchées sur la Somme qui avaient 15 ans. Et là, les mecs parlaient, tu vois. Et la Somme qui a été la Somme, la pire hécatombe de l'histoire de l'armée, je crois même tout confondu. L'armée, en un jour, ils ont eu 20 000 tués. En une journée. Le 1er juillet 1916. Ils ont eu 20 000 tués. Et 50 000 mecs hors de combat, c'est-à-dire blessés, amputés. Alors là, après, tu as compris qu'à l'époque, les amputés, quand même, la chance de survie, elle était quand même... bon, c'est pas le Moyen-Âge, mais tu avais des chances quand même de passer à la trapinette avec la gangrène. Hein. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui t'accompagne et que tu connais par cœur, pas un truc, une petite chose, non, un petit repère? J'ai des citations, il y en a... T'en as plein, il n'y en a pas une qui me vient là. Après, les croyances, j'essaye de temps en temps, c'est pas des citations, c'est des prières que tu peux avoir pour les uns, pour les autres, tu vois. Je pense à ceux qui en ont besoin, à Denis, tu vois, qui est un pote qui s'est fait opérer en ce moment, donc je pense à lui, tu vois. J'ai des prières, voilà, aux potes du rugby, aux potes, voilà, même pas du rugby, à des potes qui ont... Voilà, pas des citations, mais c'est des prières, des pensées pour eux. Bon Vincent, merci. Bon, merci mon poulet. D'avoir été... T'embrasseras ton père. Toujours un plaisir de se croiser, on pourrait parler des heures. Bah oui, on pourrait parler des heures. On n'a plus de mémoire dans la caméra. On n'a plus rien, quoi. Que dalle. Donc voilà. Ciao papa. Merci. Ciao mon poulet. One, two, trio.